Cosa Vostra. Les attentes que les gens peuvent avoir vis-à-vis d'un hebdomadaire, c'est pas ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont moins le temps de lire, parce qu'ils ont besoin d'avoir des choses beaucoup plus essentielles. L'évasion, ils vont la prendre autrement. Ils vont la prendre en regardant une série Netflix, en écoutant de la musique. Leurs abonnements, ils les ont là. Nous, comment on fait pour les convaincre de venir chez nous ? Eh bien, on va leur parler des sujets qui sont essentiels. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train de basculer, de changer d'époque sur le plan international, sur le plan de la question de la cohésion sociale. Et les sujets sur lesquels doit se concentrer un journal hebdomadaire, c'est ça. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Natacha Polony. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, journaliste et essayiste française, vous êtes notamment directrice de la rédaction de Marianne depuis 2018. Bonjour Nathalie. Bonjour. Natacha, pardon, C'est ça commence classique. bien. C'est parce que ça rime, Natacha Polony, on a envie de contracter, je vous pardonne. Bon, merci. Même si, mes parents ont choisi Natacha. Et non pas Nathalie, donc c'est bien Natacha. Alors vous êtes plus connue, je marquais, pour votre rôle de chroniqueuse à la télévision, notamment dans On n'est pas couché. C'est comme ça qu'on vous a découvert. Alors j'ai revu sur votre fiche Wikipédia, vous aviez fait bien d'autres choses avant, mais c'est vraiment ça qui vous a fait vraiment bien, en tout cas, être découverte du grand public. Mais c'est plutôt pour parler évidemment de Marianne que je vous reçois aujourd'hui. Alors j'évoquais quand même ce passage à la télévision parce que comment on passe d'une émission de grand public, presque de variété, j'ai envie de dire, et avoir jeté votre dévolu sur un hebdo papier où par rapport à la télévision, là on est clairement dans le temps long. C'est quand même un peu un grand écart. Oui, en même temps, premier point, le terme « jeter son dévolu », en fait, j'ai commencé à Marianne. Et j'ai été appelée pour prendre la direction après, mais parce que c'était ma maison, Marianne. Moi, mon premier travail de journaliste, je suis arrivée comme pigiste, ça fait 22 ans, c'était à l'automne 2002. J'ai proposé des piges à Marianne parce que ça correspondait, c'était le journal qui me correspondait le mieux. Il se trouve qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour traiter les questions d'éducation. J'avais été prof, donc ils m'ont donné ma chance. Et j'y suis restée 7 ans. En fait, j'en suis partie quand Jean-François Kahn lui-même a quitté le journal en 2007, le fondateur de Marianne. Et après son départ, je trouvais que la ligne avait un petit peu changé, je m'y reconnaissais moins, c'est pour ça que je suis partie. Et j'ai été recrutée un peu par hasard par Laurent Ruquier parce que j'avais écrit des livres. Donc j'étais invitée sur certains plateaux de télévision, c'est comme ça qu'il m'a repérée, je pourrais vous raconter, je sais exactement quelle est l'émission qui m'a fait embaucher. Oui, j'avais été invitée par Thierry Ardisson pour débattre de bioéthique avec le professeur Friedman. Ouais. Et il se trouve que les amis du professeur Friedman étaient invités à l'émission. Il y avait donc Bernard Kouchner et l'abbé de la Morandais. On était au printemps 2011, les printemps arabes. Et à ce moment-là, Bernard Kouchner se lance dans une espèce d'ode à l'intervention en Libye pour expliquer que c'était génial, qu'on allait sauver des vies. Tout le monde applaudit sur le plateau. Friedman, l'abbé de la Morandais trouve ça formidable. Et moi, je dis, excusez-moi, étant donné le résultat en Irak, on voit ce que ça a donné, le droit d'ingérence, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, je comprends qu'on veuille sauver des vies, mais y aller la fleur au fusil, il faut être prudent. Et là, tout le monde me regarde. Bernard Kouchner, en sortant de l'émission, dit à Thierry Ardisson devant moi, non mais il faudrait penser à inviter des gens sérieux. Et Thierry Ardisson, en fait, évacue le débat sur la bioéthique, ne garde que cette séquence-là. Et Catherine Barma et Laurent Ruquier ont vu cette séquence et se sont dit, elle sait tenir. Voilà, donc on va la tient prendre. En tête. C'est assez drôle, mais c'est un peu un hasard. Moi, je suis quelqu'un de l'écrit. D'accord, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des articles, je suis une journaliste de presse écrite. Ouais, donc c'est retour un peu à la maison, entre guillemets, à vos premières amours.
Marianne. Donc on l'a dit, ça existe depuis 2000... Depuis 1997, 1997. Fondée en 1997 par Jean-François Kahn. En fait, c'était au départ son projet de relance de l'événement du jeudi, le précédent journal qu'il avait fondé. Il y a travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis, au moment où il présente ça aux actionnaires de l'événement du jeudi, on lui dit, écoutez, vous êtes fini, donc on va pas prendre votre projet. Et là, il dit, puisque c'est comme ça, je vais en faire un journal. Et il fonde Marianne. Et il choisit de prendre ce titre, donc l'incarnation de la République, de mettre la liberté guidant le peuple sur la une, et à ce moment-là, on lui dit, vous voulez mettre un drapeau bleu, blanc, rouge sur la une, mais vous voulez faire un journal Front National. Et il était outré, encore aujourd'hui, il en parle, il dit, mais on va quand même pas abandonner ça à l'extrême droite. Et tout le but de Marianne, c'était de dire, on peut parler de tous les sujets, la sécurité, l'immigration, sans les abandonner à l'extrême droite, sans avoir peur de faire le jeu de l'extrême droite. Donc Marianne, c'est un journal qui va parler de tout et qui va mettre les pieds dans le plat. C'était ça son projet. Et d'ailleurs, ça c'est non pas ténu, mais dans l'échiquier politique, alors parce que j'avais un peu cette question en préparant l'épisode, et je ne sais pas si d'ailleurs cette question a un sens réellement, est-ce qu'on doit toujours placer un magazine, un journal quelque part dans l'échiquier politique, mais c'est difficile à faire aujourd'hui. Oui, c'est notre fierté qu'on ne soit pas classable, et c'est vrai que tout le monde a envie de mettre des étiquettes, et nous, notre force, c'est de dire, et c'était le projet de Jean-François Kahn au départ, de dire, eh bien, nous allons faire un journal qui n'est ni de droite ni de gauche, parce que la République a la vocation à réunir justement des gens qui ne pensent pas de la même manière. C'est un dépassement du clivage, parce que l'idée, c'est de dire que la politique française crève de cette espèce de guerre de religion qui consiste à dire que le mec qui est dans le camp d'en face est forcément un salaud. Vous savez, c'est la phrase de Sartre, quand je dis un homme de droite, je veux dire un salaud. Ouais. C'est le degré zéro de la République et de la démocratie, c'est pas du débat politique de faire ça, c'est de la guerre de religion. Au contraire, l'idée c'est de dire il peut y avoir des bonnes idées dans tous les camps, il faut savoir les identifier et il faut savoir tout simplement se demander ce qui fait du bien au pays. On recherche ensemble le bien commun, et dans le bien commun, il y a justement cette capacité à parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Moi, c'est ce que j'essaye de maintenir. C'est devenu beaucoup plus difficile qu'en 1997. J'ai l'impression, ouais, parce qu'effectivement, avec cette violence des réactions, etc., on est vite fait d'être pointé du doigt et une semaine dire ils sont de gauche, ou je ne veux pas les lire, ou de droite, et la semaine suivante, quoi. C'est exactement, il y a cette espèce de d'hystérisation qui fait que les gens ne veulent plus entendre même une opinion qui n'est pas la leur. Or, quand j'ai commencé à Marianne, Jean-François Kahn disait un lecteur doit être d'accord avec 60% du contenu du journal. En dessous de 50%, il n'achète pas, donc c'est pas la peine, on a perdu. Mais il faut surtout pas qu'il soit d'accord avec 100%, parce que ce n'est pas la démocratie, justement. On n'a pas fait notre boulot s'il est d'accord avec tout. Le rôle d'un journal, c'est de surprendre, c'est d'énerver, c'est de réveiller. Donc il y a 40% où il faut le secouer, le lecteur. Et comme ça l'habitue à se forger sa propre idée. Il se demande pourquoi ça le dérange qu'on lui dise ça, et il réfléchit. Ouais, on n'est pas dans la complaisance, c'est dans le... Non. Faut bousculer un petit peu. C'est un enjeu très important, parce que la facilité aujourd'hui face à un recul du lectorat, parce qu'on ne va pas se mentir, la presse, elle a de moins en moins de lecteurs, la presse en général. Eh bien, la facilité, c'est de dire on va se transformer en média de niche. On va aller parler à notre public, et donc pour parler à ce public, cette communauté qui est identifiée, qui va donc devenir un public captif, il faut lui donner ce que ce public a envie de lire. Beaucoup de médias ont cette tentation-là, ça donne des trucs parfois très respectables, mais qui n'ont plus cette vocation démocratique de la presse. Oui, notamment quand on parle de politique, etc. Parce qu'être un média de niche sur hobby, du lifestyle, exactement, ou des choses un peu précises, ça peut être intéressant, et c'est quelque chose qu'on prône, nous, à Mediarama, parce que pour un business, évidemment, c'est vrai que c'est bon, mais effectivement, quand on est sur des idées de société, politique, etc., on a vite fait d'être... trop niche et d'être manquer un peu d'ouverture d'esprit. Et d'être dans le sectarisme, le principe d'une communauté. Je veux dire, ce qui fait la République, c'est l'idée de communauté politique. Nous nous rassemblons parce que nous sommes des individus qui sommes autonomes, responsables. On va se mettre ensemble, on va être des citoyens et on va décider ensemble de ce que nous voulons pour le pays. Donc pour qu'il existe une communauté politique, il faut qu'il existe des gens qui ont envie d'avoir un destin commun. Si on commence à leur parler par communauté, eh bien, ils vivent, pour reprendre la phrase de Gérard Collomb, côte à côte et peut-être un jour face à face. C'est une belle formule, effectivement, et ça, vous luttez contre ça. Je reviens un peu sur la carte d'identité de Marianne en chiffres. Combien de journalistes aujourd'hui travaillent chez Marianne ? Alors, en tout,
c'est-à-dire journaliste, dessinateur, secrétaire de rédaction, maquettiste, etc., nous sommes 55. Voilà. Plus des pigistes. Ouais. Mais ça reste assez petit. Et en termes de journalistes écrivant en CDI, on doit être autour de 40, sachant qu'on peut avoir des secrétaires de rédaction qui écrivent. Ouais, par exemple, notre spécialiste BD, elle est aussi secrétaire de rédaction. Les frontières sont floues. Enfin, voilà. En tout cas, les métiers ont bien changé. Oui, et puis c'est une tradition à Marianne. C'est-à-dire qu'un journaliste n'est pas cantonné dans son sujet. D'abord, il est invité à s'intéresser à tout. Et s'il a une passion, on est ravi qu'il écrive sur cette passion. Ça fait partie de votre ADN. En nombre d'abonnés, entre le papier, le numérique, je ne sais pas si vous avez les chiffres. Papier, nous sommes environ à 55 000 abonnés. Et numérique, nous sommes à 13 000 maintenant, depuis le lancement de la nouvelle formule. On était à 12 000 avant, on en a gagné déjà en 2 semaines. Donc ça, félicitations. Voilà. Parce que je ne sais même pas si je l'ai dit en introduction, que c'était notamment à l'occasion de la sortie d'une nouvelle formule que je vous recevais. Donc on va en parler justement de cette nouvelle formule. Mais a priori, vous me disiez en préparant le café que les chiffres étaient plutôt bons. Donc déjà, on est en fait extrêmement fiers. Pour l'instant, ça marche. On est suivis, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont eu envie d'aller voir ce qu'on faisait. Et le pari qu'on a fait, parce qu'en effet, on va en parler, c'est assez un pari. D'abord, c'est un pari de continuer à faire un journal. Déjà de base, ça on peut le dire. Et après les Newsmag, on va revenir de ça. J'avais quand même une question qui est un peu d'actualité, à la lumière de ce qui s'est passé à la Provence avec ce petit scandale. Ce gros scandale. Ce gros scandale. En tout cas, dans les médias, on en a pas mal parlé. Est-ce qu'il y a des garde-fous avec l'actionnaire? Donc, je rappelle, Marianne fait partie du groupe CMI, donc du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Il y avait une histoire de une qui avait été officiellement retoquée ou officieusement retoquée. Aujourd'hui, comment ça fonctionne la relation avec l'actionnaire et votre rôle là-dedans? Petit point sur cette histoire de une, on parle de la une d'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2022, qui était la une, en gros, la plus scrutée, dans le sens où moi, quand je suis arrivée en 2018, des gens m'ont dit « Et alors, qu'est-ce que tu feras comme une ?» 4 ans avant, on savait que... Voilà. Et moi, je leur disais « Mais mon boulot et mon projet politique, c'est d'empêcher que les Français se retrouvent avec un choix dont ils ne veulent pas. » Bon, il se trouve qu'on n'a pas réussi à empêcher ça. Donc, on se retrouve dans cette une. Cette une, j'en ai discuté avec beaucoup de gens. On avait choisi 2 mots qui étaient ressortis des discussions avec la rédaction, parce que j'ai refusé sur une comme ça de décider toute seule, comme font les autres directeurs de rédaction dans mon bureau, quelle une on va faire. On en a discuté avec la rédaction. L'idée, c'est que Macron incarnait la colère, Marine Le Pen le chaos. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Et on suggérait donc que le chaos, quand même, c'est a priori, c'est pas bon. Mais... j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Il se trouve que j'ai eu l'actionnaire à ce moment-là au téléphone pour un autre problème. Il me dit, ma seule limite, je vous ai jamais enquiquiné sur rien, je ne suis jamais intervenue, mais je ne voudrais pas qu'un journal que je dirige, que je possède, donne l'impression d'être complaisant vis-à-vis de Marine Le Pen. Vu l'histoire de Marianne, c'était pas le sujet et c'était hors de question. A priori, oui. Et donc, j'ai précisé sur la une, parce que, après réflexion, je me suis dit, en fait, on est un peu faux cul. La colère ou le chaos, j'ai précisé, malgré la colère, éviter le chaos, parce que, après plusieurs discussions, donc j'avais parlé avec Jean-François Kahn, Jacques Juillard, qui était notre éditorialiste, etc. Et je me suis dit, il faut assumer. Est-ce qu'on peut les mettre sur le même niveau, ou est-ce qu'en fait, Il y avait des gens dans la rédaction qui voulaient qu'on mette sur le même plan Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce n'était pas la tradition de Marianne et ce n'était pas la volonté de la majorité de la rédaction. Mais du coup, comme il y avait des accords en fait politiques au fond, ça a donné un truc qui fait que la société des rédacteurs s'est émue du changement de mots qui, entre nous, n'est pas particulièrement énorme. Donc ça, voilà, point d'ordre. C'est la seule fois où on a pu me dire « Oh, votre actionnaire ». Voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a un actionnaire. Alors, il n'y a pas de charte, vous voyez, il n'y a pas on n'a pas créé une fondation pour empêcher l'actionnaire de nommer le directeur de la rédaction, comme ça existe dans certains médias. On s'est d'ailleurs posé la question, on a fait un numéro spécial sur les médias, on s'est posé la question de est-ce que c'est la bonne solution ? C'est une question compliquée et je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que, j'allais dire, je suis un peu une exception dans la presse, c'est-à-dire que Daniel Kretinsky m'a nommé à la tête de la rédaction de Marianne, alors que nous avons des opinions qui sont aux antipodes.
Ça, il faut le dire quand même. Non, mais Daniel Chretinsky, c'est quelqu'un qui pense que le néolibéralisme, c'est génial, la mondialisation est heureuse et que ça enrichit les classes populaires et les classes moyennes des pays occidentaux, qui trouve que l'Union européenne, c'est formidable. Et bon, il a des critiques, heureusement, parce que c'est quelqu'un de plutôt intelligent. Mais on se retrouve, je veux dire, le seul sujet sur lequel on se retrouve, c'est sur l'importance des GAFAM et le fait qu'il faut contrer le monopole des GAFAM. C'est à peu près le seul sujet sur lequel on est d'accord. Sinon, vous voyez, la vision de... Vous regardez Marianne, on est un journal très critique sur le néolibéralisme, très critique sur la mondialisation. Conservateur. Alors, conservateur, ça dépend sur quoi. On va dire, nous, on a vocation à parler à ce qu'on appelait autrefois la gauche républicaine, aux gaullistes sociaux, à la démocratie chrétienne, c'est-à-dire voilà, tout l'arc de ceux qui pensent que l'économie ne doit pas régir le monde, mais ceux qui pensent aussi que c'est pas en collectivisant les moyens de production qu'on va s'en sortir. Fonctionner. Voilà, donc c'est tout ce prisme-là. Donc vous voyez que notre actionnaire, il m'a nommé moi parce qu'il a compris que Marianne, s'il voulait que ce journal vive, ne représenterait jamais ses idées à lui. Alors pourquoi il a racheté Marianne ? Parce que il arrivait sur le marché français, c'est le premier journal qu'il a acheté, quoi, c'est tout. Et que c'était une façon de mettre le pied dans les médias français. Un titre qui avec a un titre qui a belle marque, une belle histoire, etc. Exactement. Après, je pense que c'est pas le journal, c'est pas je pense, il a dit un jour dans une interview au Figaro que a priori dans les journaux de son groupe, c'était pas Marianne qui représentait ses idées, vous voyez, au moins il le dit. Mais je le prends comme un hommage. Ouais, je pense quelque part ça rajoute un peu de pluralisme dans son groupe et je vais pas dire vous êtes le caillou dans la chaussure, mais en tout cas c'est... Mais c'est joli le caillou dans la chaussure. Ouais, ça pique un peu, ça empêche pas de marcher. En latin, ça se dit scrupulum, c'est un scrupule. Un scrupule, c'est le petit caillou qui vous fait mal dans la sandale. Ouais, qui gratte un peu, poil à gratter quelque part. Donc bonne relation et a priori... c'est-à-dire pas de relation en fait. Pas de relation. C'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Donc vous voyez, quand nous on fait en pleine campagne présidentielle une sur Alexis Colère, l'homme qui a dépecé la France, où on explique que où en gros il a une action sur la politique industrielle française qui est néfaste. Je pense que là on prouve notre indépendance. Ouais. Vous voyez, en fait c'est par des choses concrètes que ça se prouve l'indépendance d'un journal, plus que par la question de l'organisation des structures, même si c'est important. Je dis pas que c'est négligeable, mais clairement. On parle de la nouvelle formule. Oui, mais cette nouvelle forme, non, mais c'est quelque chose d'important parce que c'est le fruit vraiment d'une réflexion, d'une réflexion collective. On s'est mis toute la direction de la rédaction de Marianne, les directeurs adjoints. On est allé discuter avec tous les rédacteurs en chef. On a regardé les études de lectorat parce que au départ, l'idée c'était de dire on avait le projet de refaire la maquette. Ça partait de là, au départ, parce que cette maquette était un peu vieillotte, parce qu'on nous reprochait souvent qu'elle était foutraque, pas très élégante. On se dit, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire mieux. On peut faire mieux. Et puis, à force de réfléchir sur ce qu'on voulait comme maquette, on s'est mis à réfléchir sur ce qu'on voulait comme journal. Et puis on s'est dit, mais en fait, la presse magazine va mal. C'est-à-dire que, globalement, si je vous donne les chiffres, on a chaque kiosque, toutes les semaines, les 5 news magazines principaux, c'est-à-dire Marianne, Le Point, l'Express, l'Obs et Valeurs Actuelles. Le Nouvel Obs. Oui, maintenant c'est le Nouvel Obs. Font environ 75 000, les bonnes semaines, 80 000 lecteurs kiosques. C'est ce que faisait Marianne seule il y a 7-8 ans. Vous voyez un petit peu la dégringolade ? Nous, on est numéro 2 en kiosque, juste derrière Le Point, mais vous imaginez la perte de lectorat. Donc, il est temps de se poser quelques questions, de se demander pourquoi. J'ai tendance à penser que quand les Français expliquent que, en gros, la profession qu'ils détestent le plus, ce sont les journalistes, il faut se remettre en question. Donc je me suis dit, et je pense que, c'est notre réflexion à Marianne, on s'est dit, le modèle du News Magazine est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est un modèle qui correspondait à une époque où les gens lisaient de la presse quotidienne et ils allaient au kiosque, ils achetaient la presse quotidienne et en plus, ils allaient prendre une fois par semaine leur News Magazine, ils allaient s'installer et lire et ça leur donnait un panorama de l'actualité de la semaine, mais ça leur permettait aussi de voyager. Il y avait des grands reportages sur des pays lointains, des choses comme ça. Ça,
est-ce que réellement ce sont les usages d'aujourd'hui ? Et nous qui sommes un journal, on va dire, qui déjà avait le projet en 97 d'être beaucoup plus politique, politique au sens noble, c'est-à-dire d'œuvrer pour le débat démocratique. Est-ce que réellement on a envie de maintenir ce modèle qui en plus était fondé beaucoup sur les annonceurs et des abonnements qui étaient maintenus par, en gros, une fausse diffusion, c'est-à-dire on gonfle la diffusion en offrant le journal, voilà, en offrant des choses aux abonnés, par exemple, abonnez-vous, vous aurez une cafetière, abonnez-vous, vous aurez un iPad, etc. Fameuse période. Et ça permet aux annonceurs de venir. C'était ça le modèle économique. Marianne n'a jamais correspondu à ce modèle économique, et actuellement, les attentes que les gens peuvent avoir vis-à-vis d'un hebdomadaire, c'est pas ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont moins le temps de lire, parce qu'ils ont besoin d'avoir des choses beaucoup plus essentielles. L'évasion, ils vont la prendre autrement. Ils vont la prendre en regardant une série Netflix, en écoutant de la musique. Leurs abonnements, ils les ont là. Nous, comment on fait pour les convaincre de venir chez nous ? Eh bien, on va leur parler des sujets qui sont essentiels. C'est-à-dire que je pense qu'on est en train de basculer, de changer d'époque, sur le plan international, sur le plan justement de la question de la cohésion sociale. Et les sujets sur lesquels doit se concentrer un journal hebdomadaire, c'est ça. Et c'est vraiment l'analyse de la société, des tendances, mais aussi la géopolitique, et tout ça avec une dimension pédagogique. C'est-à-dire comment on fait pour aller chercher des gens qui n'ont pas forcément les codes anciens de la presse. Vous voyez, cette semaine, on leur parle de la dette. Eh bien, on fait une espèce de panorama, parce que la dette, le déficit, c'est pas a priori des sujets très sexy. Non. Eh bien, on explique du mal à se représenter exactement les mécanismes économiques. On fait du décryptage. Donc, à chaque fois, la promesse, c'est de dire on va vous faire de l'info exclusive, voilà, de l'enquête, de l'investigation. On va vous faire du décryptage extrêmement pédagogique et on va vous faire une vision mordante, ironique des évolutions de la société. Et ce mix-là, ça va sur une pagination qui est réduite, comme ça vous avez le temps de lire tout le journal, beaucoup de petits papiers très très mordants et des grands papiers donc de décryptage, d'enquête. Voilà. Et comme ça, on peut baisser le prix. Et on va chercher un public qui ne peut plus se payer la presse. Parce que, pardon, mais avoir des hebdomadaires qui valent 5,90 €, 6,90 €, ça va même encore augmenter, mais c'est une folie. C'est complètement dingue. Qui peut se le permettre, en fait. Voilà. En deuxième, troisième, quatrième abonnement, après Netflix, Spotify, Le Monde. Il faut se souvenir que Jean-Jacques Servan-Schreiber, quand ils font de l'Express, avait l'idée qu'un journal doit valoir le prix d'un timbre. C'est plus le cas du tout. On est sur du timbre de collection, quoi. Mais en revanche, il faut se dire qu'on va rester accessible. Marianne, à sa fondation en 97, c'était 50 personnes et un journal à 10 francs, c'est-à-dire déjà moins cher. Et ben nous, on renouvelle ça. Donc l'idée de baisser le prix à 3,50 € versus 4 €. On était à 4,40 €, on était déjà les moins chers. Ouais. Et en fait, si on avait continué, on était obligé d'augmenter le prix. Parce que le prix du papier a augmenté, le prix de l'énergie a augmenté, et donc on serait passé à 4,90 €. Donc là, on change de formule, et du coup, 3,50 €, ça permet à des gens qui lisent plus la presse de revenir la lire. Parce que je crois profondément que la presse papier, ça peut encore intéresser des gens. Et puis le gros avantage, c'est quand même que on fait le pari de la presse papier, mais on fait aussi le pari du net, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, maintenir les deux. Et là, l'avantage d'une formule plus concentrée, plus ramassée, comme c'est à effectif constant, on rebascule tous ces journalistes, des ressources, pour nourrir le web, où là, on invente des nouveaux formats pour aller parler à un public plus jeune, un public qui ne va pas acheter du papier, etc. Ouais. Est-ce que justement, sur le net, c'est plus difficile d'avoir un positionnement newsmag hebdomadaire. Enfin, en tout cas, vous luttez contre le temps réel, des réseaux sociaux, des grosses rédactions, Le Monde ou les Ouest France, qui sont vraiment des très grosses rédactions. Est-ce qu'il y a un code que personne n'a réussi encore à craquer sur comment, en tant que newsmag, on se positionne sur Internet ? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est le format le plus difficile. Ouais. Parce qu'en fait, les rédactions de quotidien, elles ont les journalistes qui permettent de basculer. Ils ont des desks, et les seules sur la réussites, news. les seules réussites pour l'instant de modèle économique. Et encore, on nous dit, ça marche, la bascule sur le net. Regardez le New York Times. Le New York Times, le Washington Post, 1800 personnes.
Oui. Je rappelle, nous sommes donc 55. Bon. Ouais, non, ça n'a rien à... Et le New York Times ne vit pas de ses articles. En fait, ils vivent de tous les à côté, les recettes de cuisine, les jeux, les événements. Athletic, ils ont racheté, c'est presque même plus c'est un groupe média, il y a une énorme diversification, on s'abonne plus juste pour lire les articles du New York Times. Ça, et donc, nous, on joue pas dans la même catégorie. Donc, il faut se différencier. Eh bien, déjà, on n'essaye pas de faire du quotidien sur le net, on fait du magazine sur le net et on fait du Marianne sur le net. C'est-à-dire que le ton doit être différent. Il doit y avoir évidemment des enquêtes exclusives. Je crois qu'aujourd'hui, l'investigation est un des éléments qui permet de s'abonner. La seule réussite sur le net en France, c'est Mediapart. Ouais. Et c'est pas un hasard. C'est l'investigation, c'est les scoops. D'ailleurs, vous êtes musclé, vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce pôle investigation, avec notamment le recrutement de Marc Endeveld. Marc Endeveld, qui est un excellent journaliste d'investigation. Ouais. Et on en a d'autres. Je veux dire, on a Emmanuel Lévy et Vanessa Ratignier qui nous ont sorti tous les scoops sur, par exemple, les autoroutes, la privatisation des autoroutes, c'est eux. La question de la BPI, qui est aussi une des révélations qu'a faite Marianne ces derniers temps, donc la Banque publique d'investissement et tout le détournement qu'il y a pu y avoir, c'était dans Marianne. Le fonds Marianne, qui n'a pas de rapport avec le titre du magazine, je préfère le préciser quand même, mais c'était ce fonds... C'était ce fonds créé par Marlène Schiappa. Au meurtre de Samuel Paty, exactement. Pour un peu aider des associations qui lutteraient contre ça. Voilà, et c'est notre journaliste Gabriel Libert qui est aujourd'hui décédé, au milieu de son enquête, et donc l'enquête a été reprise par Gérald Andrieux, directeur adjoint de la rédaction, qui suivait l'enquête de Gabriel. Et donc c'était lui qui avait sorti cette histoire-là, qui avait tout simplement gratouillé, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne trouvait pas les noms des associations qui allaient recevoir ces fonds. Il s'est dit, c'est quand même curieux, il est allé fouiller. Et il a fouillé pendant des mois, parce que c'est un travail de fond, en fait. C'est un travail très important. Mais ça coûte cher, ça, quand même. Mais exactement, c'est pas on reçoit une dénonciation dans une boîte aux lettres et Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a une intuition et qui ensuite ne va pas lâcher le morceau. Et ça nécessite d'avoir évidemment des gens qu'on peut rémunérer pour ça, donc un modèle économique. Et donc, mais en même temps, c'est typiquement ça la valeur ajoutée du journalisme. Et c'est vrai que, et alors nous en plus, quand on a sorti le fonds Marianne, vous comprenez bien que nous on défend la laïcité, l'idée qu'il faille lutter contre le communautarisme, c'est important pour nous. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied de nos propres idées. Et en fait, notre idée, c'est de dire, mais justement parce que nous défendons ça, on ne va pas laisser détourner cela. C'est une cause qui doit être propre, qui doit être impeccable. Il faut bien le faire. Donc, nous sortons cette enquête. Mais vous savez qu'ensuite, Mediapart s'est greffé dessus en disant, vous voyez qu'il fallait pas lutter contre le séparatisme et que c'est pas bien. Alors que nous, justement, on a sorti les faits, pas l'idéologie, les faits. Ouais. Et bon, mais l'investigation, le rôle de Marianne, c'est aussi ça. C'est de sortir de l'information qui va montrer comment les choses fonctionnent et la dérive oligarchique qui peut exister, qu'on voit tous, quand des puissants détournent le bien commun dans leur propre intérêt. Ouais. Et en fait, on s'appelle Marianne, c'est justement pour défendre ce bien commun. D'où ce nouveau slogan. Oui, la vérité n'a pas de maître. La vérité n'a pas de maître. Ça veut dire à la fois que personne ne possède la vérité et on ne prétend pas être détenteur de la vérité. En revanche, on la cherche. On cherche les faits et on cherche à montrer, à révéler. Et c'est là la clé de l'indépendance. Vous pourriez devenir une sorte de Mediapart quelque part. Républicain. Ouais, républicain, bien sûr. Mais... c'est-à-dire que c'est un modèle qui marche bien d'un point de vue économique. Ce qu'on veut, nous, c'est à la fois des faits, de l'éducation populaire aussi. Il y a une forte dimension d'éducation populaire. Quand on a par exemple une rubrique qui s'appelle Marianne vous rafraîchit la mémoire, c'est une rubrique d'histoire où on raconte en quoi l'histoire nous permet de penser le réel. Il y a une petite colonne aussi, le classique qui éclaire l'actualité. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Quel film, quel livre vous devez regarder ou lire pour comprendre le monde tel qu'il est. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Nous sommes un journal qui est un journal généraliste. On ne va pas se focaliser uniquement sur un élément. Ouais. Vous voyez, c'est pas que de l'investigation. C'est important, mais on traite tous les sujets. On a sur le net une pastille écologie qui s'appelle l'idée à la con. L'idée écologique à la con, c'est une manière drôle,
un peu impertinente de parler d'écologie en décryptant les faux semblants. C'est-à-dire, par exemple, là, l'une des dernières, c'était sur le chevreuil. Est-ce que laisser pulluler les chevreuils parce qu'on ne veut pas chasser, c'est une bonne idée? En fait, l'Office national des forêts explique que c'est une catastrophe parce que le chevreuil, ça mange les bourgeons. Donc, quand on essaye de replanter des arbres, en particulier pour s'adapter au changement climatique, les chevreuils viennent bouffer, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez, mais ça, raconté sur un ton un peu marrant par un journaliste qui connaît ces sujets-là, mais incarné, sur le bout des doigts, il s'appelle Frédéric Danhé, et honnêtement, sur les questions d'eau, de sol, c'est le meilleur spécialiste que je connaisse. Et donc voilà, ça donne un truc qui est assez accessible, qui est marrant et qui renouvelle un peu le genre. D'accord, et qui est disponible ça que sur le site. Alors ça, c'est une vidéo, format vidéo sur le site. Mais aussi sur les réseaux sociaux. Parce que l'idée, c'est évidemment de passer par Instagram, TikTok, pour aller chercher, là aussi, un public qui n'a pas l'habitude de la presse écrite et leur parler par ce genre de pastilles. Ouais, donc rajeunir les audiences. Est-ce que... Alors, je sais pas... Donc ça passe évidemment par les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est un objectif d'aller les chercher? Est-ce que faire de la notoriété? Est-ce que vous pensez que c'est les jeunes? Alors, on pourrait définir aussi ce qu'on dit, mais derrière jeune... un jeune, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose, mais... En presse écrite, un jeune... c'est moins de 50 ans, limite. Exactement, c'est en dessous de 50 ans, un jeune, en presse écrite. C'est quand même... C'est bien. Je suis ravie, je suis jeune. Voilà, selon certains critères, on est encore très peu de temps. Pareil. Mais, je sais pas, des gens de 20 ans, 30 ans, est-ce qu'ils connaissent Marianne? Alors, bien sûr qu'ils connaissent Marianne, il y en a vraiment pas mal qui connaissent, même si on est très lucide là-dessus. Le Point, l'Express, parce que c'est pas forcément bien, mais c'est le magazine qu'on voyait chez les grands-parents. J'exagère un petit peu, mais en tout cas, c'est une histoire. Marianne, c'est quand même plus récent. Je sais pas s'il y a ce rapport... Il y a un rapport assez, très fort avec des jeunes gens qui ont appris à s'intéresser à la politique grâce à nous. Et ça m'arrive assez souvent de croiser des jeunes gens qui me disent « Mais moi, en fait, j'ai lu Marianne et j'ai commencé à m'intéresser à la politique, à m'intéresser aux grands débats. » Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument préserver, multiplier. Donc, ça nécessite évidemment de s'adresser et donc à ces jeunes gens et donc de ne pas rester dans un modèle de presse vieillot et ringard. Mais pour autant, il ne s'agit pas d'aller racoler. Mon idée est surtout pas de dire il faut absolument rajeunir notre lectorat. Non. On considère qu'en parlant justement efficacement de sujets qui sont des sujets de fond, des sujets dont beaucoup de jeunes gens aujourd'hui comprennent qu'ils sont essentiels, la démocratie, l'écologie, l'éducation, c'est des sujets fondamentaux. La géopolitique, aujourd'hui, n'importe quel jeune peut se rendre compte à quel point c'est fondamental de comprendre les grands enjeux, ce que c'est que ce nouveau choc des empires. Donc voilà, c'est ça aussi notre rôle. Ça nécessite d'aller parler aussi à tout un public de jeunes actifs qui, eux, ne lisent pas la presse parce que c'est à la fois pas leur culture et ils n'ont pas le temps. Et ils sont pris par autre chose. Mais en termes démocratiques, ces gens-là, ils votent. Aujourd'hui, ils votent plutôt vers des extrêmes ou alors qui sont plus visibles, plus vocaux ou plus... Et puis, il y a toute une part des gens qui ont fait sécession. C'est-à-dire quand on en est à 50% d'abstention aux élections, c'est qu'on a un énorme problème. Donc, ça veut dire qu'il faut renouer cette confiance. Donc, essayer de montrer à tous ces gens que non, tout n'est pas pourri, qu'on peut croire en l'avenir, qu'on peut changer les choses. On a une rubrique dans Marianne là, qu'on a mise en place, c'est Marianne propose. Donc sur chaque sujet, on va être force de proposition, dire nous on ferait ça. C'est-à-dire qu'on est un journal qui est très critique, on a la dent dure, mais l'idée c'est de dire on critique pas pour le plaisir de critiquer, on critique pas parce qu'on est nihiliste et parce qu'on pense que tout le monde est pourri. On critique parce qu'on croit qu'il y aurait une autre manière de faire. Et donc on la met en avant. C'est une vision extrêmement positive de l'état de la démocratie. Journaliste de solutions, c'est de mettre en avant des solutions. Exactement. Donc là sur la dette par exemple, vous avez 9 propositions qui permettraient de rétablir les finances publiques sans faire de l'austérité. Et voilà, et on met en avant donc des choses extrêmement concrètes. On le fait on s'oblige à le faire sur tous les sujets, se dire voilà, on n'est pas simplement dans le négatif parce que les gens ont besoin de croire encore qu'on peut changer la vie. La politique, c'est ça. La définition de la politique, c'est changer la vie. Eh ben, on peut le faire.
Oui, et puis surtout, on voit dans les sondages que les gens trouvent ça anxiogène, les médias. Donc, apporter un peu de choses positives sans être dans le béni-oui, etc. C'est ça, sans le côté gnangnan tout va bien aller et on va parler des petites fleurs. Non. Mais dire qu'il y a des solutions qui marchent ailleurs, regarder un peu ailleurs ce qui se fait, etc. Et de dire que ça marche quand, justement, les citoyens y croient. Quand ils se disent qu'on peut avoir une prise sur le réel. Mais du coup, on peut avoir une prise sur le réel si le réel n'est pas confisqué. D'où on marche sur les deux pieds, c'est-à-dire à la fois les propositions politiques, l'opinion, les idées, et en même temps l'investigation, tout ce qui décrypte l'oligarchie. Ouais. Et là, on a une vision de la société qui est positive. Très clair. Je reste sur les newsmag. Souvent, quand on parle de newsmag, on voit les modèles des succès anglo-saxons, The Economist, le Time ou Spectator. Est-ce que c'est possible de répliquer le succès de ces titres en France? Je pense par exemple à l'Express, on a beaucoup parlé de ses inspirations, de The Economist, etc., sur la maquette. Oui, donc on se dit que c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Mais je pense que déjà la différence énorme entre les anglo-saxons et nous, c'est que le marché n'est pas le même. Ce qui est d'ailleurs dommage, c'est-à-dire que la France a cessé de penser la francophonie. Bon, nous, dans Marianne, on a souvent traité de ces sujets-là parce que justement, la francophonie, c'est une dimension très importante du rayonnement de la France en tant que culture, que pensée, que langue. Mais il faut bien reconnaître que pour l'instant, un journal français n'a pas un marché international, à part, nous on a beaucoup de lecteurs en Belgique, en Suisse, voilà. Mais c'est au-delà, c'est différent. Donc on ne peut pas recopier ce que font les anglo-saxons. Les anglo-saxons ne s'adressent pas, ils s'adressent à l'humanité entière. C'est pas notre cas. Donc la question, c'est comment on fait pour parler correctement à un public qui est un public qui a une spécificité culturelle. Ouais. Par exemple, la presse anglo-saxonne est militante, en grande majorité, contre la laïcité à la française, qui est ce que nous défendons comme modèle, parce que nous croyons que c'est ce qu'il y a de plus émancipateur. C'est une liberté, la laïcité. Bon, il faut être capable de scoltiner justement toutes les attaques en règle de la presse anglo-saxonne. Donc vous voyez qu'on a des spécificités. Je crois que ça sert à rien de copier. Il faut regarder ce que font les autres, il faut être inventif. J'aime beaucoup cette capacité, par exemple, qu'ont les news magazines anglo-saxons de travailler sur l'illustration, c'est-à-dire d'être capable en une illustration de traduire un concept, une idée. Je trouve ça, mais ça nécessite justement une capacité de création géniale. Alors nous, en France, on a une tradition qui est autre. C'est pas l'illustration, c'est le dessin de presse. Le dessin de presse. Et Marianne, c'est le journal avec le Canard enchaîné qui a le plus de dessins de presse. Et là, dans la nouvelle formule, on a décidé de les mettre davantage en avant. C'est-à-dire, par exemple, toutes les semaines, je choisis les dessins. Eh bien, il y en a un qu'on va mettre sur une pleine page parce que on estime que visuellement, c'est l'équivalent d'un éditorial. Et quand vous avez un dessin de presse mordant, qui fonctionne bien, qui raconte quelque chose, eh ben c'est absolument génial. Et je crois que ça fait partie de ce qu'on doit savoir faire, nous. C'est pas copier des anglo-saxons, mais on prend nos spécificités et on les met en valeur comme eux mettent en valeur les leurs. Et il y a quand même des médias qui vous inspirent en France ou à l'international, et en disant eux ils sont vraiment pas mal, ou c'est des choses. En fait, on regarde tout. C'est-à-dire que on regarde la capacité de certains médias anglo-saxons à faire de l'enquête absolument géniale. On n'a pas les mêmes moyens, mais ça, ce sera toujours une question effectivement de moyens et d'échelle. Quand vous avez le New York Times qui vous sort une enquête sur les bases américaines en Ukraine, ça nécessite des moyens énormes que nous n'avons pas. En revanche, on regarde et on essaye de comprendre ce que nous, on peut faire. Quand on regarde des tas de petits médias, en fait, moi, ce qui me semble intéressant, c'est surtout ce que font des tas de médias aujourd'hui, qui sont des médias beaucoup plus confidentiels, sur le net. Il y a des tas de choses qui fleurissent, que je trouve très intéressantes. Et c'est vrai que nous, quand on a fait notre web TV, on est parti de la web TV que moi, j'avais créée, Polony TV. On en a fait Marianne TV. On a notre chaîne YouTube maintenant, c'est-à-dire que tout ça, c'est parce que justement, on est allé regarder tout ce qui se faisait, on s'est demandé quels étaient les formats qui nous correspondaient, comment on allait... Vous voyez, donc c'est extrêmement vaste, en fait. Il y a plein de choses très inventives en matière de médias. Donc la question, c'est comment on fait vivre la presse papier et surtout le journalisme tel que nous, on l'entend, en utilisant aussi les moyens nouveaux et les idées nouvelles.
Ça, c'est pas évident. Personne n'a encore vraiment craqué le code, encore une fois. Je parle non. Mais en même temps, moi, mon idée, c'est que on va pas. Je suis pas là pour accompagner le déclin de la presse papier. J'ai pas envie. J'y crois. Donc, j'estime que il y a des problématiques majeures. Par exemple, la presse papier est confrontée au pillage de ses contenus par les GAFAM. C'est un enjeu essentiel. Et c'est vrai que à échelle de 10 ans, je ne sais pas s'il existera encore du journalisme tel qu'on l'entend, si on laisse faire les GAFAM et maintenant les intelligences artificielles génératives. C'est une catastrophe absolue, les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que la question des droits voisins, ça a l'air complexe comme ça, mais comment on fait pour que les journaux soient rémunérés de tous ces contenus que les réseaux sociaux réutilisent et que maintenant les IA vont réutiliser? C'est hyper complexe. Qui paye? Ouais. Et c'est hyper complexe. Parce que tant qu'on ne sait pas exactement comment ils les utilisent, combien ils gagnent avec, et ça jamais ils le diront, c'est très difficile d'estimer ce qui est dû. Voilà, mais ce combat ne peut marcher que si les médias français et européens sont soudés. Ouais. Ça n'est pas le cas pour l'instant, c'est-à-dire que chacun... Il y a quelques cavaliers seuls. Voilà, c'est-à-dire que chacun se dit, bon, je vais m'en sortir en signant un contrat avec Google ou avec OpenAI le premier. Et comme ça, et tant pis pour les autres. Ouais. Il y a des instances quand même, le geste qui œuvrent, enfin des groupements d'éditeurs de contenu qui œuvrent justement pour travailler ensemble. Mais après, c'est vrai que des fois, la tentation est grande d'aller signer son accord dans son coin. Regardez ce qui s'est passé en Australie. L'Australie a réussi à faire payer Google. Pourquoi ? Parce que les médias sont restés groupés. Alors, cela dit, les médias sont restés groupés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que les pouvoirs publics les soutenaient. Ouais. C'est politique. Est-ce que réellement la puissance publique aujourd'hui a compris qu'il fallait absolument agir ? Je ne suis pas certaine qu'en France et en Europe, les politiques aient bien compris l'enjeu. Or, tant qu'ils n'auront pas compris, les journaux, les médias joueront cavalier seul en se disant « je vais essayer de m'en sortir et tant pis pour les autres ». C'est la crise, c'est la guerre, donc quelque part... Bien sûr. Oui, sauf que, vous voyez, l'accord que Le Monde a signé avec OpenAI, pourquoi c'est dangereux pour les autres ? Tout simplement parce que ça va mettre en avant les contenus du Monde, très bien, mais on sait bien qu'OpenAI ne va pas signer un contrat avec tous les journaux. En tout cas, pas les petits, pas les petits moyens. Donc, de deux choses l'une, soit les autres se feront piller sans être rémunérés, soit ils disparaîtront soit ChatGPT n'utilisera plus leur contenu et donc de toute façon ils seront pas ils disparaîtront petit à petit par manque de lecteurs, puisque pendant ce temps-là les gens ne liront plus et iront se tourner vers des intelligences artificielles. Donc de toute façon c'est catastrophique. Mais ça, visiblement, les politiques n'ont pas l'air de comprendre pour l'instant. Je suis pas sûr qu'ils soient bien encore taqués en termes de maturité là-dessus. Pardon, mais c'est leur boulot. Ouais. Ça devrait, je sais pas, je pense qu'il y a, encore une fois, un enjeu démocratique. C'est-à-dire que si on détruit le journalisme tel que nous l'entendons, c'est-à-dire la capacité d'une rédaction à rémunérer des journalistes pour faire de l'enquête de fond, de long terme, de la vérification, c'est pas seulement de la vérification, parce que ça... Non, mais de l'enquête de fond, pardon, je voulais dire, en tout cas, aller sur le terrain et effectivement... C'est-à-dire non pas seulement vérifier les infos qui sortent, mais faire sortir de l'info. Ouais. Ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Si ça n'existe plus, comment vous faites dans 10 ans, dans 20 ans pour faire vivre une démocratie ? Pardon, mais c'est un enjeu énorme. On peut en vouloir. Je suis la première à dire que les journalistes devraient balayer devant leur porte et se demander pourquoi les gens n'ont plus confiance en eux. Mais il n'empêche que le journalisme, c'est essentiel, c'est important et qu'il y a une valeur ajoutée. Non, tout le monde n'est pas journaliste parce qu'il crée un contenu sur des réseaux sociaux. Non, ça n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que le journaliste, il est responsable de l'information qu'il transmet. Il la transmet en son nom, parce qu'il l'a vérifiée et parce qu'il sait qu'on pourra lui demander des comptes. Et derrière, ça veut dire qu'il y a une technique pour faire de l'enquête. C'est-à-dire que vous sortez pas n'importe quoi comme ça, non seulement sans l'avoir vérifié, mais en mettant en danger les gens qui ont porté cela. Donc, il y a tout un travail. C'est un vrai métier, journaliste. C'est un vrai métier, mais c'est un vrai métier. Ça nécessite d'avoir par exemple des ordinateurs qui ne sont pas reliés à Internet pour mettre en sécurité la source qui va parler, parce que sinon votre lanceur d'alerte, si on arrive à remonter jusqu'à lui, il est mort. Donc il faut pouvoir lui garantir un minimum de sécurité. Vous voyez, donc vous n'aurez plus de lanceur d'alerte si vous n'avez pas des journalistes qui sont capables de faire ce métier-là, qui ont les techniques pour. Donc c'est important.
C'est bien dit, effectivement, et ça dépasse la simple vie d'un média. En tout cas, on sent bien l'importance. Si on prend un petit peu de hauteur, alors de hauteur, on a pris là de la hauteur, mais plutôt on regarde dans le futur. C'est quoi les futurs projets pour Marianne et sa rédaction? Donc là, vous venez de faire un gros projet. Ouais, la nouvelle formule, énorme. Il va falloir digérer ça, effectivement, mais vous avez en tête des futurs projets alors, oui, pas l'IA, a priori, ou pourquoi non, pas l'IA. Il y a l'équipe qui vient d'annoncer là un système avec l'IA générative pour résumer des commentaires. Je trouvais ça assez malin. Évidemment, il faut... Enfin, je veux dire, l'IA est là. Il faut se demander comment on va l'utiliser. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement intéressant, par exemple, pour générer de l'infographie à partir de masses de données, ce genre de choses. Et ça peut faire gagner du temps à des journalistes pour faire leur travail d'enquête, bien sûr. Donc, ce serait stupide de ne pas en tenir compte, de ne pas en vouloir. En revanche, une IA qui, par exemple, écrirait des articles, comme ça se fait déjà dans certains médias qui ne le disent pas, eh bien, ça me semble catastrophique. Rien ne va remplacer la plume du journaliste et sa capacité, justement, pas seulement à ressasser ce qui existe déjà, parce que le principe d'une IA, c'est ça, c'est qu'elle parle de ce qui existe déjà. Voilà, mais faire émerger une info nouvelle et une pensée nouvelle, c'est plus intéressant. Mais bon, donc évidemment qu'il faut réfléchir à tout ça. Nous, nos projets, c'est maintenant d'utiliser les forces qu'on a libérées sur le net pour créer des nouveaux contenus, pour créer des nouveaux formats. On est en train d'en inventer des rendez-vous pour nos internautes, que ce soit dans des enquêtes d'investigation ou que ce soit dans des choses, par exemple, puisque l'éducation est un des domaines absolument essentiels et qu'on pense que c'est le cœur du projet républicain, ça fait partie des sujets qu'on va essayer de pousser. Et je pense que donner de l'information, là aussi, et du débat sur les questions d'éducation au sens large aux professeurs et aux parents et aux citoyens qui a compris que c'est un sujet important, ça me semble un élément qu'il faut mettre en avant. Donc vous voyez, c'est vrai que nous, on est plus sur des réflexions sur qui mêlent le fond et la forme, le contenu et les formats, en fait. C'est des bons projets. C'est-à-dire que, comme disait Victor Hugo, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Donc la question de savoir comment on présente est liée à ce qu'on pense. Est-ce que vous voulez faire... Mais c'est vrai qu'il y a une question de combat. J'adorerais avoir les moyens de faire des toutes petites pastilles vidéo beaucoup plus efficaces qui permettent de donner un kit de pensée sur certains sujets pour contrer le soft power de certaines, soit le soft power islamiste qui est en train de gagner, qui est extrêmement efficace et qui petit à petit grignote cet idéal républicain. Qui permet la liberté. Comment on fait pour contrer ça? C'est un combat culturel. Vous voyez, convaincre des jeunes gens, parce qu'on voit très bien que dans les études d'opinion, on est en train de perdre la bataille, convaincre des jeunes gens que la laïcité à la française, c'est un modèle d'émancipation. Pourquoi c'est un modèle d'émancipation? Parce que ça permet aux individus de ne pas être assignés à leur naissance, à leur communauté de naissance, au déterminisme lié à cela. Donc, on a le droit de croire, de ne pas croire, on fait tout ce qu'on veut. Mais la laïcité, c'est ce qui permet à des individus de se dire peut-être que je vais pas croire comme j'aurais dû, je vais changer de religion, je vais ne plus croire, je peux... La liberté. Voilà. Et ça, c'est la puissance publique qui doit le garantir. Parce que, par définition, les religions, elles ont tendance petit à petit à essayer de se compter. Et la liberté, c'est pas ça. Et donc... expliquer à des jeunes gens qui aujourd'hui pensent que la loi de 2004 sur les signes religieux, c'est une loi islamophobe et oppressive, leur expliquer pourquoi cette loi existe et ce qu'elle signifie, mais c'est un combat. Quand j'entends des jeunes me dire « Oh, mais ça cible les filles parce que c'est elles qu'on empêche de porter le voile ». Non, ce sont les religions qui ciblent les filles, en fait. Le problème, c'est ça. C'est pourquoi les religions ont besoin que les filles se couvrent parce qu'elles sont coupables du désir qu'elles suscitent. Donc, comment on tient ce discours-là à des jeunes? Et ça, vous n'avez pas encore trouvé le bon format
Moi, justement, pour faire passer ces idées-là, quelque chose qui serait un peu viral, mis en scène. Exactement. Ça se pense d'expliquer tout ça. Alors évidemment, c'est difficile parce que justement, c'est une pensée complexe. Ça nécessite de rappeler l'histoire. Ça nécesse de rappeler que la laïcité à la française, elle pas existe. Juste une punchline. C'est ça. Elle existe parce qu'il y a eu des guerres de religion. Nous, on s'est étripés en Europe. On sait ce que c'est que de s'entretuer pour des religions. Ensuite, c'est 1789. C'est-à-dire, c'est le peuple souverain. C'est-à-dire, pour la première fois, des êtres humains se disent. Enfin, d'ailleurs, c'est pas la première fois dans l'histoire, mais tout à coup, là, après 1000 ans de royauté, on se dit, mais en fait, on va s'assembler entre êtres humains, sans rapport à une transcendance, pour décider de nos lois. C'est génial, mais c'est ça qu'il faut expliquer, c'est la liberté. C'est un endroit où on peut exister sans Dieu, mais merci, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc voilà, mais expliquer ça à des jeunes, il faut trouver le bon format. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire, parce qu'encore une fois, il y a un combat culturel pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. Et donc ça, vous êtes à la recherche on y travaille, on essaye on teste des choses, on essaye d'être un peu novateur, d'avoir une force de conviction et de s'adapter un petit peu à ce qui peut intéresser des jeunes gens qui vont pas aller lire une thèse. Le papier ou aller acheter en kiosque, un magazine. Exactement, on a conscience que c'est pas avec des articles très savants sur ces sujets-là qu'on va les convaincre, mais c'est en leur parlant un langage accessible, mais en même temps qui les amène vers la complexité. Ouais. C'est tout un travail et sur le long terme, ça ne va pas se faire. Oui, ça va pas se faire. Ça va pas se faire comme ça. On arrive au bout de cet épisode, Natacha. Est-ce que vous avez un truc cool à nous recommander ? Alors, j'ai plein de trucs cool. Je vais vous recommander un truc, mais qui est en lien avec ce que je viens de dire. Moi, une série que j'ai beaucoup aimée, là, c'est La Fièvre, d'Éric Benzekri, qui est sur la plateforme Canal, et qui raconte justement comment, à partir d'un fait, un footballeur qui colle un coup de boule à son entraîneur lors d'une remise de prix, et petit à petit, une société peut basculer parce que les uns et les autres ont intérêt à utiliser le communautarisme dans un sens ou dans un autre, la guerre identitaire, et comment ça peut aller très très vite. Je trouve que cette série nous raconte... Alors, je ne voudrais pas qu'elle nous raconte notre présent, mais j'espère qu'elle ne nous raconte pas notre futur. Plutôt une dystopie, que ça n'arrive pas, en tout cas. Donc, La Fièvre sur les plateformes de... Exactement. Bon. Et après, un autre truc, je sais que là, j'arrive en retard parce que il est plus au cinéma, mais là, il est sur les plateformes. Et il a eu un prix, il a été récompensé au César, Le règne animal. Franchement, est un film bouleversant. J'ai adoré ce film. Allez le voir, emmenez vos adolescents le voir. C'est un très beau film sur l'adolescence et sur la façon dont il faut accepter l'autre même quand on ne le comprend pas. Belle parole pour terminer cet épisode. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Pour ce temps et bravo pour ce projet. Donc, je rappelle, Marianne, nouvelle formule, 3,50 € en kiosque et sur abonnement et surtout sur le net maintenant. Donc, plein de belles choses à voir. Et bravo pour les chiffres qui étaient a priori bons. On espère que ça va continuer, bien sûr. Et s'inscrire dans le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. À bientôt, Natacha. Merci. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.